Donc bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Je m'excuse de ne pas être présente, mais j'avais déjà d'autres engagements sur Grenoble demain matin. Donc comme vous l'avez compris, je suis anthropologue, je suis chercheur associé à l'Université de Lausanne et je mène des études sur l'évolution des modes de vie et de la consommation. Plus précisément, je m'intéresse aux histoires qui vont peupler notre quotidien et qui permettent d'organiser les pratiques d'achat et de consommation. Et pour pouvoir mener mes analyses, je vais avoir une double porte d'entrée, à la fois par les styles de vie, mais également en m'intéressant à ce que j'appelle des totems, donc des objets ou des signes qui vont être emblématiques et qui vont être représentatifs d'un moment de société. Et ce que je vous propose pendant la demi-heure pendant laquelle on va être ensemble, c'est de faire un détour par l'anthropologie pour percevoir les enjeux, souvent sous-jacents, de l'éco-responsabilité dans la mode, mais pas que. Pour commencer, de quoi on parle quand on parle d'éco-responsabilité? C'est généralement une constellation d'idéologies, de points de vue, de postures, de pratiques qui sont souvent un petit peu contradictoires parce que les individus vont mettre sous une même bannière des pratiques, des idéologies qui sont en définitive très différentes. Ça fait 15 ans que je mène des études sur l'éco-responsabilité et j'ai essayé un petit peu de structurer quels sont les grands principes, les grands centres d'intérêt de ces individus, qu'on pourrait encapsuler dans la culture de la socio-éco-responsabilité, donc la responsabilité qui s'intéresse à la fois à un aspect qui va être très sociétal et un autre qui va être tourné vers l'écologie. Dans cette culture de la socio-éco-responsabilité, on parle de manière indifférenciée de deux éléments qui sont pourtant très différents. Celui du mythe du progrès qui prône la croissance de nos sociétés et de l'autre côté des valeurs progressistes qui peuvent encapsuler différentes valeurs, des valeurs sociales comme l'équité des genres, la justice sociale, l'engagement sociétal, la psychospiritualité ou des valeurs écologiques comme les sensibilités environnementales, le respect de la condition des animaux ou de la nature, etc. Et en fait, dans cette culture de la socio-éco-responsabilité, on a ce qu'on appelle le capitalisme responsable qui vise à faire rimer profitabilité économique et transition éco-environnementale. Et dans ce capitalisme responsable, on va avoir la consommation éco-responsable qui, elle, du point de vue du consommateur citoyen, va être réappropriée à travers des valeurs écologiques ou des valeurs sociales qui font sens pour les individus. Et ce qui est relativement intéressant, c'est qu'au final, quand on parle d'éco-responsabilité dans la consommation par rapport au capitalisme responsable, en fait, il n'est jamais question de parler de décroissance. La décroissance, ça équivaut encore beaucoup comme une involution culturelle, une régression qui ne va pas forcément être perçue comme positive, alors que le capitalisme responsable est porteur d'une croyance et d'un imaginaire fort, celui du maintien de nos modes de vie, de notre confort par le déplacement de certaines pratiques de consommation ou de certains postes de dépenses. Et par rapport à ce que je peux identifier dans les travaux anthropologiques que je mène, il n'est jamais ou presque question de consommer moins, mais davantage de consommer différemment et mieux, et même parfois plus. Petit point méthodologique, mes travaux actuels portent sur les classes moyennes et les classes supérieures qui mobilisent l'éco-responsabilité comme un signe de distinction sociale ou d'appartenance. Donc, on ne va pas être sur des publics en précarité qui valorisent l'économie de la débrouillardise. Et ce qui me permet, tous ces éléments, d'avoir une grille de lecture qui va être centrée autour du capitalisme responsable que j'appréhende comme un système qui représente une sorte de mythe qui permet de donner ou non une cohérence entre certaines histoires, une idéologie dominante et la réalité des pratiques qui est quotidienne. Et ce qui est relativement intéressant avec cette grille de lecture, c'est qu'on se rend compte très rapidement des paradoxes, des contradictions entre le fait de vouloir consommer différemment pour soi, pour les autres, pour la planète et la réalité d'un certain nombre d'offres qui sont ou de services ou d'expériences qui sont proposées sur le marché et qui amènent un déplacement de la consommation pour assurer la permanence de nos modes de vie.
Dès lors, on peut dire que la société de consommation, elle fait peau neuve avec l'éco-responsabilité, mais elle conduit à une nouvelle forme d'hyperconsommation. Je me suis notamment intéressée au nouveau phénomène d'équipement qui entoure l'éco-responsabilité. En anthropologie, on a tendance à dire qu'on a des grandes phases de 40 ans qui accompagnent les individus à travers la consommation. Au siècle dernier, la première phase, c'était celle des 30 glorieuses, qui correspond à une phase d'équipement. On proposait des biens ou des services, on expliquait aux gens comment s'en servir et les personnes s'équipaient. La deuxième phase, celle de la publicité et de la marque, où les individus étaient toujours en phase d'équipement, mais c'était la publicité qui allait les faire choisir entre un produit A et un produit B. Et depuis le début des années 90, on serait rentré dans une nouvelle phase, celle du consommateur malin, qui ne veut pas forcément s'émanciper du système consumériste, mais par contre, qui, en fonction en retour de la crise économique et de la montée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, s'est mis à prendre de la distance et être un petit peu plus stratège de son quotidien. Et depuis quelques années, on voit une nouvelle forme de démocratisation de l'éco-responsabilité qui correspond en quelque sorte à une nouvelle phase d'équipement où des individus, pour pouvoir s'inscrire dans une logique de responsabilité, vont acquérir de nombreux objets ou avoir recours à des nouveaux services, même si des objets un petit peu plus lambda qu'ils ont chez eux sont encore fonctionnels. Ça va être le cas, par exemple, quand on va acquérir une voiture électrique alors qu'on a une voiture thermique qui est encore en état de fonctionnement, quand on va opter pour une gourde en verre alors qu'on a une gourde en plastique fonctionnelle, etc., etc. Ce qui est relativement aussi intéressant, c'est que ces logiques d'éco-responsabilité, elles nous donnent une illusion de changement où la société change parce qu'on consomme, on vit différemment, mais par contre, on ne change pas de société. Et si on gratte un petit peu le vernis culturel qu'on met sur l'éco-responsabilité, on se rend compte, comme je vais vous le présenter, qu'on est sur une logique de reproduction sociale où les différences de classe sont toujours bien présentes, mais avec des jeux qui évoluent un petit peu. Et surtout, et le point qui est très important, c'est que le mythe du capitalisme responsable permet de maintenir l'idée de progrès, de croissance et d'abondance dans une société où on doit pour autant et par ailleurs faire face à de nombreux enjeux, qu'ils soient sociétaux ou écologiques. Un point qui est relativement frappant quand on s'intéresse à l'éco-responsabilité dans la consommation et notamment au paradoxe qui en découle, c'est qu'on se rend compte que cette hyper-consommation responsable, elle amène une certaine marchandisation de l'éthique et de la solidarité. Ça va s'exprimer de différentes manières en fonction des secteurs d'activité et des personnes qui en sont à l'origine. Mais par exemple, ça peut être de créer de nouvelles zones de profit sur des secteurs qui en étaient auparavant étrangers. On va avoir des startups qui vont, par exemple, monétiser l'action sociale et humanitaire que les individus vont faire dans leur quotidien. On va mettre de la valeur sur l'achat de seconde main au-delà des secteurs qui le pratiquaient déjà et qui va conduire certaines parties des classes moyennes à une nouvelle forme de surconsommation. On va également jouer des codes de la responsabilité afin d'en tirer profit. C'est tout ce que j'appelle le responsive washing. Et puis, on peut également prendre le code des affaires et l'adapter à d'autres secteurs d'activité, notamment auprès des ONG, des associations et de l'économie sociale et solidaire. Ce qui participe à poser des questions sur la marchandisation, notamment de l'éthique, sur le rôle des entreprises et même sur la place des consommateurs dans cette approche-là. On va également avoir un marketing de la bonne conscience où on va avoir des offres et des produits qui vont nous permettre de continuer à consommer tout en se donnant bonne conscience. Et pour y parvenir, différentes stratégies vont être déployées par les marques, que ce soit en jouant sur les valeurs écologiques, les valeurs sociétales, les valeurs religieuses ou même un petit peu tout cela à la fois pour amener les individus à se mettre dans une dynamique de changement sans vraiment changer leurs habitudes.
Ces changements vont également être appuyés ou être accompagnés par certaines luttes contemporaines qui se font de plus en plus présentes dans le discours des individus. Et ces luttes contemporaines, elles vont permettre également de faire perdurer le mythe du progrès. Par exemple, avec l'essor des baskets véganes ou éco-responsables qui vont être socialement marqués auprès de certains groupes culturels. On va avoir des pulls en cachemire qui se revendiquent éthiques et des collabs qui se font avec des ONG pour créer des collections capsules en mode gagnant-gagnant et en surfant toujours sur cette responsabilité. Ces luttes contemporaines, si elles ne trouvent pas forcément un écho dans le monde physique ou dans le monde digital, elles investissent maintenant également les mondes virtuels, les métaverses, on en parle beaucoup, sont présentés et deviennent une extension du réel, un Eldorado de nouveaux marchés qui permettent d'hybrider de plus en plus le rapport que les individus, notamment les consommateurs, entretiennent avec la consommation, mais également avec les différents niveaux de réalité. Donc, par exemple, on a une collab Lacoste et Minecraft, on a des défilés dans le métaverse et on a des vêtements virtuels pour les influenceurs sur Instagram qui brouillent un petit peu les frontières entre les différents piliers de l'imaginaire, c'est-à-dire le rêve, la réalité et la fiction. Et en anthropologie, ce qu'on nous apprend dès la première année à l'université, c'est que chaque société qui n'arrive pas à instaurer des frontières précises entre les trois piliers de l'imaginaire, eh ben, ça met à mal l'ordre social et ça augure des problématiques en termes d'organisation sociale. On voit également apparaître, avec ces logiques d'éco-responsabilité, une éloge de la déconnexion, où on essaye de prendre le contre-pied du toujours plus de nos sociétés sans pour autant être dans la contre-culture. Donc là, on va observer une montée de la psycho-spiritualité et notamment des pratiques de réassurance tournées autour de soi, de sa famille et du logement. Et en fait, tout ça, toutes ces initiatives, toutes ces prises de position, tous ces changements qui n'en sont pas vraiment ça permet de maintenir notre société dans une sorte de statu quo et surtout dans un idéal humaniste qui promet toujours le mythe du progrès où on peut un petit peu faire ses courses sur ces idéaux et ces utopies de société entre l'Éden numérique et les métaverses, la conquête spatiale pour d'autres, ou si les ressources sont limitées sur Terre, et ben c'est pas grave, on ira plus loin. Et puis autour de la symbiose homme-nature, et ça permet aux individus de vivre dans l'utopie d'un demain idéalisé et vivre en quelque sorte en micro-spéculateur de son propre quotidien. Donc même si on sait que nos modes de vie et le changement de pratique ne sont pas des solutions en tant que telles, eh ben, ça permet de rendre acceptables les contradictions avec lesquelles chaque individu doit composer. Ça, c'est un petit peu le principe de la pensée magique en anthropologie qui met un petit peu un pansement sur des points de tension dans notre quotidien qui sont émotionnellement ou intellectuellement trop durs à comprendre et ça permet de réparer la réalité et de rendre cohérent des choses qui ne le sont pas forcément. Et toutes ces histoires autour du marketing, de la bonne conscience, autour du mythe du capitalisme responsable, c'est autant de contes merveilleux et de légendes urbaines qui sont, comme je vous le disais, un outil de cartographie de la réalité et qui permettent d'apporter des pas de côté et ce qu'on appelle un détour anthropologique pour mettre des mots un petit peu nouveaux sur ce que la majorité des individus perçoivent, ressentent et qui parfois ont du mal à l'exprimer. Toutes ces histoires, elles permettent de mettre en tension l'imaginaire des individus avec la réalité de leur pratique quotidienne. En anthropologie, on a tendance à dire que tous les individus sont des menteurs de bonne foi, moi la première, et qu'il y a toujours un écart entre ce que l'on dit, ce que l'on pense faire et ce que l'on fait réellement. Ça, c'est humain et c'est normal. Par contre, avec l'éco-responsabilité, on voit apparaître ce que j'appelle des moralités utopiques où l'imaginaire ou l'utopie, ou le fait de vouloir être quelqu'un de bien et les histoires qu'on se raconte par rapport à ça sont tellement fortes qu'elles rendent en quelque sorte cohérente le fait d'avoir des pratiques qui sont en totale
contradiction avec ce que l'on prétend ou ce que l'on prône faire. Donc là, je vous ai listé quelques moralités utopiques que j'ai étudiées plus particulièrement. La première, et c'est celle qui est un petit peu au cœur de mes recherches, c'est que je prenais le consommer moins équivaut souvent à consommer différemment et parfois plus. Par exemple, on va arrêter d'acheter des plats industriels préparés et ce qui va nous permettre de consommer de nouveaux loisirs ou d'avoir d'autres sources de dépenses avec l'argent économisé ou alors même de prendre moins les transports en commun qu'avant et utiliser sa nouvelle voiture, notamment si elle est électrique, afin d'amortir son coût d'achat. On va avoir par exemple aussi des luttes sociales et contemporaines qui vont s'entrechoquer où certaines féministes ne sont pas d'accord avec les partis pris de certaines ONG comme PETA. Donc on va voir qu'au final, vouloir faire le bien et s'inscrire dans une démarche positive, eh ben, ça déplace souvent un certain nombre de problèmes et ça ne résout pas forcément l'ensemble des problématiques. Et puis, on a la publicité qui s'engage largement là-dessus et qui permet de proposer des visions qui amènent une poursuite de la consommation. Donc là, je vous ai mis deux exemples, celui de Patagonia qui propose de ne pas acheter cette veste et qui, bien sûr, engendre le fait d'avoir une augmentation de ces ventes, ou alors, plus récemment, EasyJet qui ambitionne de proposer des vols zéro émission de CO2 d'ici 2050, qui permet, comme je vous le disais précédemment, de maintenir les individus dans un certain statu quo. Tout ça, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle, comme je vous le disais, le capitalisme responsable et qui va traduire les problématiques avec lesquelles les individus doivent vivre au quotidien, notamment tout ce qui va être lié à l'injonction au bonheur qui va être prônée par nos sociétés occidentales et même sa marchandisation qui devient utilitaire et qui permet de justifier en quelque sorte la déresponsabilisation du collectif par rapport aux enjeux sociaux ou environnementaux et qui va imputer l'ensemble de la responsabilité au consommateur ou au citoyen qui, lui, doit être quelqu'un de bien par ses choix de vie et ses choix de consommation. Bien évidemment, les styles de vie, la mode ne sont pas exemptés de toutes ces problématiques-là. Et par rapport à cette éco-responsabilité, on voit arriver une nouvelle tendance qui s'appelle celle du coolisme. Et c'est quoi le coolisme? C'est tout d'abord, on observe, lié à cette émergence-là, que les frontières qui opposent le luxe et le populaire, le cool et le ringard, le smart et le décontracté, la subversion et le conservatisme ont été transcendés. L'ancienne opposition entre goût intellectuel et goût populaire l'ont également été. D'ailleurs, ce que l'on peut observer, c'est que les codes des sous-cultures urbaines du siècle dernier sont devenus ceux des classes supérieures du XXIe siècle et le coolisme a fait son apparition. On pourrait le définir comme un nouvel ordre social fantasmé à l'image du jeunisme qui permet aux marques de continuer de nous émerveiller, notamment à travers la collab. Et c'est un petit peu l'apogée de la marginalité séquente, c'est-à-dire de la cohabitation entre des univers qui avant n'avaient rien à faire ensemble, par exemple entre la street culture, la jeunesse, la célébrité et l'éco-responsabilité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, cette nouvelle manière de faire et d'être, elle est loin d'être récente et elle s'inscrit depuis l'émergence des préoccupations éco-responsables qui ont été entamées avec les mouvements contre-culturels des années 60 et 70 qui, dès lors, étaient fondés sur les paradoxes d'un dénodisme matérialiste malgré ces valeurs progressistes qui étaient prônées et l'héritage intellectuel est encore très présent dans notre société. Donc, du coup, ça nous amène à faire évoluer également la notion de luxe qui devient cool. Et on a un certain... Là, je vous ai mis l'exemple de Balenciaga, mais on a énormément de marques qui vont être réappropriées par des rappeurs et qui vont amener un nouveau rapport entre des objets de marque, des totems et un style de vie. D'un point de vue anthropologique, une manière de cartographier cette réalité, c'est de ne plus avoir une lecture très horizontale de la société et des classes sociales, mais de l'imaginer à travers des entailles verticales dans le corps social qui sont autant de bulles culturelles qui vont amener une réappropriation
différente de l'éco-responsabilité, où pour les classes supérieures, ça va être perçu comme un signe de prestige, et à l'inverse, pour les classes moins favorisées, comme un signe de sobriété, de décroissance, qui va avoir une image qui va être différente dans la société. Moi, j'ai notamment travaillé sur 4 ethnies principales qui vont à chaque fois avoir un rapport au monde, un rapport à la consommation qui va être différent. Comme je suis très bavarde et que je vois que le temps passe, je vais les présenter très rapidement. Donc la première, on va de gauche à droite, c'est l'ethnie Bobo qui est en quête de résonance et donc en quête de sens, qui va être notamment la plus visible sur les réseaux sociaux, qui a comme objectif comme de faire bien, mais surtout de culpabiliser autrui par ses choix de consommation tournés autour du locavorisme, du faire soi-même, etc. Et qui, eux, vont être les plus fervents défenseurs de cette bien-pensance progressiste et qui vont à la fois valoriser le mythe du progrès et des valeurs sociales et écologiques sans forcément en faire la différence. La deuxième ethnie, c'est celle dite normcore, qui sont déjà nostalgiques d'un futur qui n'existe pas encore, car ils perçoivent le présent comme incertain. Ils sont en quête de normalité dans une société individualiste. Ils esthétisent le banal pour au final mieux se distinguer des autres. C'est une fausse invisibilité dans la société où au final ils politisent leur vie quotidienne et ils s'inspirent énormément de la culture geek. La troisième ethnie, c'est l'ethnie Boubourg, qui elle est en quête d'authenticité. On peut un peu le percevoir comme le frère ou la sœur ennemi du bobo qui lui résiste à la bien-pensance progressiste avec ce type d'individu. C'est un petit peu le monde d'avant, très frontal, qui nous revient en pleine face, mais qui permet également de mettre à distance toutes les contradictions de notre société. Et enfin, la dernière ethnie, l'ethnie hipster, de créatifs paradoxal, sont des individus qui sont en excès d'eux-mêmes, qui ont un capital responsable qui est très inférieur aux autres, qui vont se mettre en scène et qui vont être en quelque sorte des propres stéréotypes de leur quotidien et qui vont valoriser et miser sur l'appropriation culturelle, c'est-à-dire notamment ils vont s'inspirer des modes de faire des classes populaires et des classes moyennes pour pouvoir mettre en place de nouvelles formes de profit ou de créer de nouvelles sources de valeur. Et tout ça, ça nous permet d'identifier 4 ethnotypes, donc des profils types de consommateurs de l'éco-responsabilité. Donc, on a tout d'abord les émotionnels engagés. Ça va être ceux qui vont avoir le plus de cohérence entre leurs pratiques et leurs représentations. On a les pragmatiques volontaires qui, eux, veulent être davantage éco-responsables mais affectionnent toujours la surconsommation. On a ensuite les éco-individualistes qui, eux, sont dans une approche beaucoup plus égocentrée de l'éco-responsabilité, qui vont mobiliser le fait de consommer moins comme une forme de prestige social. Et enfin, on a les conservateurs indécis qui, eux, vont mobiliser l'éco-responsabilité afin d'acquérir des bénéfices associés qui sont notamment liés au fait de vouloir faire des économies. Et ce qui est relativement intéressant, c'est ce que je vous le disais précédemment, c'est que ces logiques de classe sociale semblent s'effacer, mais au final, elles permettent aux individus de se créer une nouvelle forme de capital symbolique qui est celle du capital responsable et qui va être appréhendé en fonction du niveau de différentes pratiques de réassurance que les individus vont avoir. Par exemple, est-ce qu'ils vont valoriser ou non la location plutôt que l'achat? Comment ils vont être sensibles à la transparence des produits, qu'ils vont se mettre en lien entre particuliers pour pouvoir consommer ou faire différemment, qui valorisent la seconde main, la réparation, les labels de réassurance ou déculpabilisation, qui vont mettre en place une nouvelle manière de faire. Et puis les marques, elles ne restent pas insensibles par rapport à ça. Elles font commerce également de l'éthique. Parfois, elles apportent une insécurité émotionnelle pour proposer une réponse qui sécurise et qui amène la poursuite de la consommation, où elles nous amènent à focaliser notre attention sur certaines bonnes actions qui vont être mises en place afin que le consommateur n'aille pas chercher ou voir ailleurs, où elles s'inspirent, comme je vous le disais précédemment, de pratiques de l'humanitaire, de l'ESS ou encore elles verdissent leur logo. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais précédemment, c'est qu'on n'est plus forcément
non plus pour les marques. Les règles du jeu sont en train de changer sur une lecture qui est très horizontale de la société, mais davantage par bulle culturelle, où on va avoir des totems qui vont être assez représentatifs d'un style de vie qui renvoie à l'éco-responsabilité, qui va être réapproprié à toutes les places du corps social des individus. Donc, je vous en ai cité quelques-unes, que ce soit Vinted, Quechua, Pool House, Tesla, Lacoste, Suprême, etc., etc. Et ce qui permet, et je conclurai là-dessus, c'est pas ce qui permet, pardon, c'est ce qui engendre dès à présent l'apparition de nouveaux mots culturels. Donc, ce qui est un petit peu fou, c'est que l'éco-responsabilité, elle en est à ses balbutiements, et pour autant, on a déjà de fortes contraintes et des mots culturels qui sont déjà bien structurés dans notre société. Le premier, c'est celui de la charge écologique, c'est une injonction sociale à être quelqu'un de bien à travers ses choix de consommation, sauf que c'est pas forcément évident en fonction de contraintes de compétences, de budget et de temps. On voit également apparaître l'illusion écologique, où on a l'impression de consommer bien par rapport aux signes que renvoie le produit, mais parfois c'est pas vraiment mieux ou c'est même pire. On a cette éco-anxiété qui est grandissante au sein de la population. On a également cette notion de crédit moral, où une bonne action permet de justifier des actions plus mauvaises dans la société. Donc, par exemple, manger bio la semaine et aller chez McDo le week-end. Et enfin, on a la théorie des animaux mignons, où les individus qui veulent justifier la poursuite de la consommation de viande, mais qui ont un petit peu du mal avec leur conscience, vont mettre en place une nouvelle hiérarchie entre les animaux que l'on peut manger et ceux qu'on ne peut pas manger. Donc, par exemple, on va nous expliquer que les animaux qui sont perçus comme moches ou idiots, comme les poulets, les dindons ou les crevettes, ça, on peut les manger. Il y en a d'autres aussi qui ne ressentiraient pas la souffrance, comme les crustacés et les insectes. Donc là, ça passe aussi. Mais par contre, les animaux mignons, comme le lapin, ou les animaux intelligents, comme le cheval ou la pieuvre, eux, sont beaucoup plus difficiles à consommer. Et du coup, comme mon temps est terminé, je vais m'en arrêter là. Je vous remercie pour votre attention et j'espère ne pas avoir perdu tout le monde. Merci beaucoup. Alors merci pour cette intervention très intéressante. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Bonjour, merci pour votre intervention qui était passionnante. Est-ce qu'on peut parler aussi d'individualisme de l'individu dans sa recherche de se différencier dans son groupe, puisque chacun est de plus en plus poussé en fait dans son communautarisme, et en fait c'est pouvoir se différencier par rapport à une société globale en se représentant dans son communautarisme par des objets, des habits, des couleurs, et donc une sorte de retranchement sur soi pour essayer de faire face à ce monde qui bouscule. Alors, merci pour cette question qui effectivement soulève nombre d'interrogations. J'ai envie de vous dire que d'un côté, effectivement, on va être à la fois sur une volonté de se différencier, de se rassurer et de se créer une identité comme une carapace, une armure qui semble cohérente et qui va permettre de supporter la réalité. Et puis, d'un autre côté, ça va permettre aussi de s'intégrer à des groupes parce que, en fonction de notre position dans le corps social, on ne va pas prendre les mêmes totems, les mêmes signes et on ne va pas surtout être sensible aux mêmes valeurs progressistes, qu'elles soient sociétales ou écologiques. Ce qui traduit un paradoxe fort dans lequel les individus se situent avec cette hyper-responsabilisation et cette montée de l'individualiste. Donc, comment on arrive à être quelqu'un de bien? Quelles sont les luttes qu'on s'approprie et comment on s'habille de signes qui nous permettent de montrer ce qui est important pour nous. Donc, chaque individu devient en ce sens une marque politique. Et à l'échelle un petit peu plus globale des groupes sociaux, on se rend compte que les classes sociales telles que initialement définies deviennent des bulles culturelles avec des ethnies d'appartenance qui, elles, vont politiser leur action quotidienne sans s'en rendre compte et participer non pas
du moins auprès des personnes que j'étudie, à changer de société, mais à changer la société pour au final maintenir un mode de vie et des habitudes de consommation au prix d'un moindre effort qui va être celui du déplacement de certaines pratiques d'achat ou de consommation.